Salut, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc aujourd'hui, on va parler de l'univers Star Wars. Donc on va en parler aujourd'hui et la semaine prochaine sur deux séries télé différentes, puisque cette année Disney Plus nous a offert deux séries Star Wars. Pas forcément, non, il n'y a pas eu de film. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses, mais en tout cas, il y a eu au moins deux séries que j'ai vues et dont on va parler. Donc la première aujourd'hui, c'est The Acolyte que j'ai noté 3,75 sur 10, qui techniquement aurait pu être noté encore plus bas, à cause de certains messages en dehors de la production. D'ailleurs, quand on parlera d'Emilia Pérez dans quelques semaines, on pourra également parler de l'actrice principale transgenre qui a sorti des dingueries sur Internet. Mais on est là pour parler du produit, du film ou d'une série, donc on va pas parler des débordements qu'il y a eu autour, enfin du moins, on va en parler, mais ça va pas jouer sur la note, parce que bah, ce serait pas juste, même si on sait très bien que les Oscars vont punir Emilia Pérez pour ça, c'est quasiment sûr. Dans le cas de Star Wars The Acolyte, donc comme j'ai dit, c'est une série produite par Disney+, réalisée par Leslie Headland, avec Amanda Stenberg qui joue les deux personnages principaux, donc Verosha, Verosha et Meho, et on a Lee Jung-jae, tu sais pas ce qu'il fout là, le gars il cartonne avec Squid Game et puis il atterrit là-dedans, bon. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Lee Jung-jae c'est le héros de Squid Game, hein, le joueur 456. Et bah là, il joue là-dedans. Voilà, c'est un peu décevant de voir un truc incroyable et puis de devoir passer là-dedans. Donc il y a 8 épisodes, considérés comme de la science-fiction et trailer. Donc voilà, le résumé, donc 87 ans avant les événements de Star Wars épisode 1, la menace fantôme, à l'époque de la Haute République, plusieurs Jedi sont mystérieusement assassinés, et cela pourrait être bien le signe de la résurgence du côté obscur. Donc, euh, cette série, en soi, moi, je l'ai pas trouvée si mauvaise que ça, parce que c'est une série que moi j'ai vue en tant que produit à part, puisque je ne suis pas spécialement un fan de Star Wars, je ne connais pas spécialement l'univers de Star Wars, enfin je le connais pas du moins autant que les gros fans. Moi j'ai vu les films au moins une fois dans ma vie, et puis c'est tout quoi. Je connais pas plus l'univers que ça. J'ai lu quelques comics, mais voilà, je connais pas Star Wars aussi bien que je connais Harry Potter par exemple. Donc j'ai lu les livres deux trois fois, j'ai vu les films au moins une vingtaine de fois. Donc voilà, c'est un univers que je connais beaucoup moins bien et que je maîtrise beaucoup moins bien. Donc forcément, quand la série, je la regarde, je peux pas la comparer à l'univers dans lequel elle se place, puisque eux-mêmes ils le disent que ça se passe avant les 9 films qu'on a eus. Mais comme je maîtrise pas l'univers, je peux pas juger par rapport à la continuité, à la cohérence et tout ça. Euh, donc, je peux que juger la série comme étant la série en elle-même. C'est pas comme les Anneaux de pouvoir dont on parlera dans quelques semaines, qui eux se placent dans le passé Seigneur des Anneaux. Et là, les films, je les connais par cœur. Donc là, c'est plus facile de mettre en lien les deux. Mais la série en soi, je l'ai pas trouvée mauvaise. Alors, on suit deux jumelles de mémoire travaille sur un vaisseau, il va se retrouver embrigadé dans la recherche de sa sœur qui, elle, traque des Jedi, voilà, qui ont plus ou moins pourri sa vie. Et en fait, le film, c'est toute une question de vengeance, de créer ce qu'on appelle The Acolyte. Et là, déjà, pour moi, la série, elle perd beaucoup de points à partir du moment où tu n'es pas capable d'expliquer ton titre. Ça veut dire que, par exemple, on a eu le film SOS Fantôme, l'Empire de glace ou je sais pas quoi, qui était un film totalement mensonger parce que l'Empire de glace arrivait à 30 minutes avant la fin du film et se réglait en 30 minutes, voire même 40 minutes, allez, si on va être gentil. Là, c'est un peu le même principe, c'est que on te donne un nom, où tu attends quelque chose mais qu'on te donne pas, ou du moins qu'on ne t'explique pas suffisamment. Dans le cas des SOS Fantômes, c'est juste qu'on attend la fin du film pour te donner ce qu'on t'annonce dans la bande-annonce et dans le titre. Et ici, bah voilà, on est censé te parler de The Acolyte,
mais tu sais pas ce que c'est. Enfin, alors, les fans des Star Wars, forcément, ils savaient ce que c'était, mais pour moi, qui ne connais pas plus que ça Star Wars, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est quand j'ai fait ma vidéo sur YouTube, qui d'ailleurs vidéo où j'ai eu le plus de commentaires de toute ma chaîne, entre les fans qui étaient contents d'enfin voir du Star Wars sur ma chaîne YouTube, et ceux qui avaient juste envie de cracher sur la série, et qui du coup, bah, les fans de Star Wars ont juste passé leur temps à se frapper sur la gueule, parce que bah oui, comme dans toutes les licences hyper connues, les fans sont hyper toxiques, mais bon, ça on est obligé de faire avec. Et en fait, dans les commentaires de ma vidéo, on m'a dit, bah, en fait, un acolyte, c'est tout simplement l'élève du site. Donc c'est un peu comme le Padawan qui est l'élève du Jedi. Et là, je me dis, bah, en fait, ils sont complètement cons, en fait, chez Disney. Parce qu'en fait, ça prend 2 secondes à le dire. Là, en 2 secondes, j'ai expliqué c'était quoi un acolyte. Ça mettait pas longtemps. Et en fait, effectivement, dans la série, on a un site qui essaye de créer son élève, de pousser quelqu'un à suivre sa voie et tout. Mais c'est tellement mal expliqué. En plus, le fait que ce soit des jumelles et tout, on est complètement paumé. Parce qu'en plus, elles jouent pas super bien. Donc on n'arrive jamais vraiment à comprendre qui est qui, parce que les deux persos se ressemblent beaucoup trop. Et en fait, le but, c'est ça, c'est plus ou moins de créer un acolyte au site de la série, et ça marche pas. Ça marche pas parce que bah, au final, bah, les gens comme moi ne comprennent pas du tout le concept de la série, parce qu'on nous explique jamais c'est quoi un acolyte. Voilà. Alors que en un commentaire sur ma chaîne YouTube, et en quelques secondes, hein, j'ai pu l'expliquer, c'était tout simple, voilà. Et Disney n'a pas su le faire. Après, certains problèmes qu'il y a dans la série où moi j'ai enlevé beaucoup de points, c'est le côté où tous les hommes sont des enfoirés, les femmes sont très cool, c'est des héroïnes, et surtout ce côté où même chez les femmes, genre en fait les jumelles ont été élevées par deux femmes qui sont un peu comme les deux mamans des jumelles, et là même l'un dedans t'en as une blanche, une de couleur. Forcément celle de couleur est très cool, celle qui est blanche est beaucoup moins cool. Bref, les trucs, j'ai pas envie de dire woke parce que woke ça veut rien dire, c'est tellement devenu un mot fourre-tout que ça veut plus rien dire, mais vous avez compris où je veux en venir. Voilà, en plus, quand la série a été vendue, alors ça pour moi, ça n'a pas joué sur mon ressenti sur la série, mais ça peut donner à des gens euh, de l'envie de ne pas voir la série, justement. C'est que quand il a été annoncé il y a quelques années, parce que ça fait un moment qu'il était en projet, quand le projet a été annoncé, bah en fait, ils étaient juste fiers de dire oui, on va avoir une série avec une femme héroïne. Alors il y a déjà Ahsoka. Alors Ahsoka, je sais plus si c'est sorti avant ou après, mais globalement, t'as déjà Ahsoka qui est une héroïne, enfin, je sais pas si c'est vraiment une héroïne, mais globalement, qui est un personnage féminin fort et tout, qui existe depuis longtemps. Leia, Padmé étaient déjà des femmes fortes et tout. Mais globalement, ils ont décidé de cracher sur ces personnages-là pour dire que ce personnage de Mei et de Osha sera forcément meilleur que les autres, parce que c'est un personnage féminin, un personnage fort et tout ça. Mais en fait, on s'en bat les couilles, hein, on s'en bat les couilles, nous on veut juste une bonne histoire en fait, voilà. Et quand tu vends une série en disant bah ouais, notre casting principal c'est une femme, c'est une noire, et que tu ne vends pas ta série sur le concept de la série, sur l'histoire de la série, bah tu sais que tu pars très très mal. Voilà, et bah, je peux vous dire que les fans de Star Wars ont pas du tout apprécié la blague, parce que comme moi je suis pas un connaisseur, j'ai passé un bon moment, c'était pas terrible, mais j'ai passé un bon moment. Les fans de Star Wars, eux, ils ont passé beaucoup moins un bon moment. Je sais que sur Internet, la série s'est fait descendre par les fans de Star Wars, et ce que je peux totalement comprendre, hein. Déjà, avec les propos qu'avait eu l'actrice principale et la réalisatrice, déjà, c'était très très mal passé. Et puis quand dans la série, t'as tous ces trucs bah, qu'on voit beaucoup trop ces dernières années, hein, des hommes c'est les méchants, les blancs c'est les méchants, et puis bah, voilà, il y a surtout les femmes ou les hommes de couleur qui peuvent être gentils, sinon ça le fait pas. Bref, quand on fout tout ça dans un truc Star Wars, je crois que eux, tout ça, plus une mauvaise histoire, ça les a vraiment saoulés. Mais bon, en tout cas, si vous aimez bien Star Wars, ou pas, vous pouvez tester, hein, en soi, 8 épisodes de 40 minutes, ça passe assez vite, mais c'est vrai que c'est pas la plus grosse dinguerie que vous aurez. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un nouveau film, et la semaine prochaine pour une autre série Star Wars qui était un tout petit peu mieux, mais pas non plus excellente. Allez, ciao!
Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui avait un gros potentiel et qui malheureusement s'est cassé la gueule tout seul. C'est le film Netflix Time Cut, que moi j'ai noté 6 sur 10. Je l'ai pas trouvé, pardon, si mauvais que ça, contrairement au public, hein, qui l'a noté très très sévèrement, hein, parce que moi ça fait 6 sur 10, pour le public ça fait un 3,8 sur 10, c'est vraiment très très faible. Et encore, ça c'est les notes d'Allociné, j'imagine même pas les autres sites où on peut mettre des notations sur les films. Euh, mais bon, en tout cas, moi je l'ai trouvé sympa parce que je suis un fan de slasher, mais sinon, je pense que ouais, j'aurais peut-être pas noté aussi haut. Euh, du coup, production Netflix, avec en casting principal Madison Bailey, qui joue le passage de Lucy, qui est une des actrices de Outer Banks, si je dis pas de bêtises, donc qui est d'une série Netflix que moi j'ai jamais vue, mais que je connais de nom. Donc voilà, et le synopsis, c'est sans le vouloir, une ado de 2024 remonte le temps jusqu'en 2003, quelques jours avant le meurtre de sa sœur, par un tueur masqué. Peut-elle changer le passé sans détruire l'avenir? Euh, donc voilà, donc dans les choses que j'ai trouvées sympas, c'est le concept. Pour moi, le concept, il mérite une note plutôt sympathique, parce que l'idée de mélanger, entre guillemets, du Retour vers le futur et du Scream, bah, je trouve ça plutôt sympa. Bon, bien sûr, on n'a pas la qualité ni d'un Scream, ni d'un Retour vers le futur, mais on est quand même dans un film que moi je trouve sympa, puisque au début on suit l'histoire de cette sœur, Lucie, la petite sœur, qui bah, vit un peu dans une famille où elle est surprotégée, parce que bah, il y a eu l'histoire avec sa sœur qui est morte avant. Il y a aussi bah, comment dire, l'aura de sa sœur, tout ce qu'elle a fait quand elle a été vivante, qui pèse aussi sur elle, sur le fait aussi qu'elle sait qu'elle a une grande sœur, mais que bah, elle la rencontrera jamais puisqu'elle est morte bien avant sa naissance et tout. Donc il y a des choses hyper intéressantes là-dessus quand on débute le film. Après, t'as une scène que moi je trouve un peu débile, mais bon, le film a pas le choix d'avoir cette scène un peu débile. Mais c'est que au moment où ils vont, je crois, rendre hommage, peut-être à une année d'anniversaire de la mort de la sœur, je sais plus précisément, mais je sais que c'est lié à ça. Du coup, ils vont, je crois, à l'endroit où elle a été tuée. Et la petite sœur va commencer à explorer dans le coin, je sais pas pourquoi spécialement à ce moment-là, et elle va découvrir une machine. Alors, je sais plus si sa machine elle s'active toute seule, mais je crois que de mémoire, c'est l'héroïne qui active la machine. La machine elle se met à faire des trucs, l'héroïne elle reste comme une débile devant à regarder, et puis bah la machine l'envoie dans le passé. Et tu te dis, mais t'es trop con en fait. Moi, il y a une machine, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'elle fait, elle s'active devant moi, je reste pas devant pour attendre de savoir ce qu'elle va faire, quoi. Je veux dire, faut vraiment être con, quoi. T'as zéro instinct de survie si tu fais ça. Mais bon, ça justifie après bah, tout le reste du film, hein, où l'héroïne se retrouve à vivre dans le passé, d'ailleurs avec ses propres parents, puisque bah, je sais plus de quelle manière elle va trouver un moyen de vivre avec sa sœur et ses parents, sans que ces gens-là ne savent réellement que bah, c'est leur fille, puisque bah, ils sont censés l'avoir dans le futur, et des parents du coup qui sont différents, c'est-à-dire que dans le présent ils étaient très durs, très fermés avec elle, parce qu'ils avaient peur bah, de perdre leur deuxième fille. Là où dans le passé, bah, comme ça ne s'est pas produit encore, et ben forcément les choses sont différentes. Après, ce qui est particulier, c'est que quand elle remonte dans le passé, forcément elle remonte pile au moment où vous commencez les meurtres. Bon, tu dis c'est quand même un peu abusé, mais bon, elle arrive pile à ce moment-là, et du coup, bah, sa mission, contrairement à un slasher classique, et là à nouveau, je trouve que c'est plutôt original, c'est que contrairement à un slasher classique où le tueur va traquer sa proie, ici c'est presque l'inverse, parce que c'est plutôt Lucie qui va traquer les proies du tueur pour les empêcher de se faire tuer.
Donc en gros, il y a un peu une course contre la montre entre eux, faut que j'arrive avant le tueur, parce que dans le présent, on sait comment les gens ils sont morts, on sait où ils sont morts et tout ça. Donc bah, en fait, avec toutes les infos qu'elle connaît du futur, bah, du coup, Lucie, elle s'en sert pour essayer de sauver les futures cibles du tueur. Et je trouve que bah, du coup, ça apporte quelque chose de plutôt sympa et original. Un point qui pour moi est peut-être le meilleur point du film, c'est la réflexion autour de la mort qu'il y a à une certaine scène, c'est que l'héroïne ne sait plus ce qu'elle doit faire. Puisque en gros, c'est soit elle sauve sa sœur et du coup elle meurt, parce que techniquement, si elle sauve sa sœur dans le futur, elle n'est pas censée naître, puisque elle-même a eu la confirmation de ses parents qui dans le passé, ils disent très bien, on a eu une fille, on veut pas d'autres enfants. Et qu'en fait, on comprend que dans le futur, ils ont eu un deuxième enfant parce que leur première fille s'est fait assassiner. Donc, il y a tout ce dilemme en mode, du coup, est-ce que je dois sauver ma sœur et du coup, bah, je suis pas censé naître et du coup, je suis censé disparaître de la réalité, ou est-ce que je laisse ma sœur mourir et comme ça, bah, moi, je reste en vie. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé qu'à un moment donné, on nous offre toute cette réflexion là-dessus. Je trouve ça très sympa, même si il y a quelques longueurs sur le milieu du film et tout ça, jusqu'à la révélation finale de qui est le tueur. D'ailleurs, tueur que si vous connaissez bien les films d'horreur ou que vous avez un bon esprit d'analyse, vous pouvez deviner, mais hyper facilement, qui est le tueur. Moi, le tueur, je l'ai deviné bien avant le milieu du film, parce que c'était beaucoup trop évident de qui allait être le tueur. Bref. En tout cas, moi j'avais une théorie, elle s'est concrétisée, donc bah, j'étais plutôt content, entre guillemets, d'avoir raison. Euh, et du coup, ce qui fait que le film n'est pas mieux noté, que ce soit par moi, et pris une note très très sévère par le public. Alors il y a peut-être une question d'acting, parce que les acteurs sont pas non plus... bah, c'est pas Johnny Depp, c'est pas Amanda Seyfried, ou ce genre de stars du cinéma. Là, on est quand même sur des jeunes acteurs, des jeunes actrices, voilà, qui font le minimum, et puis qui marchent, hein. Moi, je passe un bon moment, mais voilà, c'est pas des grandes performances d'acteurs. Et surtout, c'est que enfin, le film met plein de choses en place par rapport au voyage dans le temps, comme l'a fait par exemple Retour vers le futur, en mode oui, mais si je modifie ça, ben dans le présent, enfin dans mon présent, donc le futur, il va y avoir telle ou telle conséquence, avec la disparition de sa famille et tout ça. Et ici, c'est pareil, tu vois, on te pose des bases comme ça dans le film, où même elle le dit, bah, est-ce que je dois laisser ma sœur se faire tuer, ou est-ce que bah, je dois la sauver au risque moi de disparaître? Et du coup, on te pose toutes ces bases pour qu'au bout d'un moment, le film te dit, bah en fait, on n'en a rien à foutre du voyage dans le temps, et bah, on a décidé de ne pas du tout respecter les règles qu'on a mises en place. Et c'est pas une blague, vraiment, au bout d'un moment, le film a juste décidé de balayer toutes les règles qu'ils ont mis en place. Et du coup, la conclusion, je ne spoilerai pas la fin, mais la fin, elle est lunaire, quoi. Tu te dis, mais d'où elle sort cette fin? Elle est pas normale. Elle est pas normale pour un film comme ça. Donc, je vous laisserai regarder le film, donner votre avis, parce qu'en vrai, si vous le regardez, vous passez un très bon moment, même si la fin, elle est plutôt décevante, parce que, juste parce que le scénario ne se respecte pas, en fait. Tu mets des règles en place, t'es censé les respecter. Sauf que le film, au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, j'en ai rien à foutre des règles que j'ai mis en place, et puis ce qui fait que la fin, elle est plutôt ratée. Et faut pas oublier que ce soit un film, un livre, un manga, peu importe ce que tu regardes ou ce que tu lis, la fin est méga importante. Elle peut, pour beaucoup, gâcher toute une lecture, tout un visionnage, juste pour les quelques scènes de fin. Donc bah, là, je pense que c'est ce qui a beaucoup détruit le film. Mais bon, pour moi, ça reste quand même un film sympa à regarder au moins une fois. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série Star Wars et un nouveau film. Et bon, en attendant, passez une bonne fin de semaine. Ciao. Salut tout le monde.
Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour du Star Wars, donc avec Skeleton Crew, qui finalement ne sera pas la dernière série Star Wars. Il y en aura une troisième série que j'avais totalement oubliée, dont on reparlera, mais un peu plus tard, hein. On aura une petite pause avant de revenir sur du Star Wars. Mais aujourd'hui, on va parler de Skeleton Crew, qui pour moi est pas forcément une très très bonne série, mais on va très vite arriver dessus, mais qui déjà a quand même des meilleures qualités par rapport à The Acolyte dont on parlait la semaine dernière. Déjà, le premier bon point, c'est le casting. C'est-à-dire que dans le casting de The Acolyte, quasiment tout le monde jouait pas hyper bien. Voilà, il suffit de regarder, la plupart des acteurs et des actrices jouaient très mal. Surtout l'actrice principale, hein. D'ailleurs, l'actrice principale qui n'était pas choisie justement pour son talent d'acting, mais pour d'autres raisons dont on va revenir juste après. Alors qu'ici, dans cette série, on a Jude Law qui est quand même un très très grand acteur, qui joue... Bon, il a joué mieux que ça dans d'autres films, mais là, pour le rôle qu'on lui donne, je trouve qu'il fait très bien le taf. J'ai aussi envie de mettre une petite palme à Ryan Kira Armstrong, donc qui joue le rôle de Fern, donc qui est l'une des petites gamines du Quatuor, parce que oui, le synopsis, hein, c'est en gros un groupe de 4 enfants nommés Fern, KB, Wim et Neil, perdus dans l'univers à bord d'un vaisseau pirate, et essaient de retrouver la route de leur planète natale, At-Atin. Et du coup, le personnage de Fern, c'est un peu le personnage féminin qui essaye euh, de, de contrôler la situation et tout ça euh, face aux autres enfants qui, eux, sont un peu plus peureux et tout ça, alors qu'elle-même est exactement dans le même cas que les autres, mais elle essaye justement de ne pas le montrer pour un peu rassurer le reste de l'équipe et que leur aventure se passe bien. C'est un peu, voilà. Et je trouve que l'actrice qui joue Fern est vraiment pas mal, hein. Quand tu vois les autres gamins qui jouent pas hyper bien et que tu as elle à côté, qui a quand même quelques petits trucs dans son jeu, qui a des petites palettes d'émotions et tout, tu te dis que si elle fait des bons choix de carrière et qu'elle est bien suivie également, elle peut devenir une des prochaines figures de proue de la future génération d'acteurs, d'actrices qu'on aura un peu plus tard. Donc voilà, même si de manière générale l'acting n'est pas fou, on peut quand même du coup la féliciter pour son travail parce que c'est une adolescente. Ça va pas être super simple de travailler avec des gens de cet âge-là, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et deuxième chose qui fait que pour moi c'est clairement mieux que The Acolyte, c'est que c'est une série du coup qui n'a pas été vendue sur de la politique. Encore une fois, The Acolyte on en a parlé, qui a été vendue pour mettre une femme forte en avant, alors que des femmes fortes, il y en a déjà quelques-unes dans l'univers de Star Wars. Donc ça veut dire que déjà ceux qui géraient The Acolyte ne comprenaient même pas l'univers dans lequel ils faisaient leur série. En plus, à se targuer de mettre une femme noire en personnage principal, chose dont on s'en fout. On s'en fout. Je pense que les fans de Star Wars, ils le diront eux-mêmes, ils veulent des bonnes histoires. Je pense qu'ils en ont marre que Kathleen Kennedy chie sur l'univers Star Wars. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne histoire. Ils s'en foutent que l'actrice principale soit noire, lesbienne ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'enfin Disney refasse une bonne histoire Star Wars. C'est tout ce qu'ils demandent. Et du coup, The Acolyte, automatiquement, il a il a merdé de fou. Et là, avec Skeleton Crew, t'as l'impression qu'ils ont un petit peu écouté, parce que du coup, on retrouve pas du tout de trucs politiques. La série a été vendue plus sur son histoire, sur le fait qu'il y a Jude Law aussi, hein. On a beaucoup vendu sur Jude Law, qui d'ailleurs n'apparaît qu'au deuxième épisode de mémoire, deuxième ou troisième épisode. Euh, donc voilà, en vrai, il y a juste à regarder l'affiche, hein. L'affiche, on met même pas en avant les enfants, alors que c'est une série pour enfants. Et ça, je pense que c'est peut-être le gros défaut de la série, bah ouais, c'est que c'est une série pour enfants. Alors que dans l'univers Star Wars, on en a tué, enfin on en a tué. Ils en ont tué des enfants. Rien qu'avec Anakin et des jeunes Padawan et tout. Je veux dire, il y en a eu des enfants qui meurent dans Star Wars. Et là, tu sens qu'ils osent pas, qu'ils veulent faire un truc mignon, très très lisse pour les gosses.
Sauf que ça marche pas, en fait. Au bout d'un moment, tu prends aucune situation au sérieux parce que bah, tu ne crois jamais que les gamins peuvent être en danger. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que du coup, bah, l'aventure, bah, tu te fais chier devant un peu. Parce que bah, si à zéro moment tu penses que tes personnages principaux ils peuvent être en danger, bah, du coup tu ne ressens jamais la tension qu'on veut te donner dans les scènes d'action, quoi que ce soit, et du coup bah, il n'y a rien qui marche. Et les seules scènes de tension qui fonctionnent un tout petit peu, c'est avec le personnage de Jude Law. Sauf que Jude Law, bah, c'est un peu le méchant de l'histoire, donc c'est bizarre, tu vois, de te mettre de la tension et tout sur le méchant. Et, euh, et même quand j'ai fait mon top et mon flop pour janvier 2025, là, des séries de 2024, euh, j'avais pas encore vu le dernier épisode de Skeleton Crew, mais c'est un peu une catastrophe quand même, hein. Vraiment, c'est Jude Law qui prend le contrôle de la tatine et qui est juste en mode oui, si vous m'écoutez pas, je vais vous tuer. Et le mec, il te répète ça 10 fois dans l'épisode, personne ne l'écoute, mais il ne tue personne. C'est n'importe quoi. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est une série pour enfants, tout simplement. C'est le public visé, c'est les gosses. Ça se voit, toutes les situations se débloquent trop facilement parce que c'est des gosses. Et c'est ça, du coup, ça devient ennuyeux. Ça fait que bah, quand toi, t'es adulte et que tu regardes ça, bah ça passe pas. Les enfants, eux, ils doivent sûrement s'amuser devant une série comme ça. Je pense que c'est très bien pour les gosses. Mais pour les adultes, hein, faut pas oublier que Star Wars, ça existe depuis quoi? Les années 60, 70? Est-ce que tu crois que les fans qui ont connu Star Wars dans cette époque-là, ils ont envie de voir une série pour enfants? Je crois que non. Eux, ils veulent voir des trucs adultes et tout. Et on peut pas dire qu'on ne met pas de trucs pour adultes dans la série parce que c'est une série pour enfants, nanana. Parce que, bon, déjà, DreamWorks a prouvé avec le Chapeauté 2 qui a cartonné que l'on peut raconter des histoires d'adultes dans un film pour enfants. Et après, on pourra nous dire oui, mais là on est chez Disney. Et Disney, dans les années 90 et même avant, bah, c'était hyper adulte. Il y avait des scènes hyper choquantes. Il y a juste à prendre Bambi. Bambi avec la mort de la mort de Bambi qui surgit d'un coup et où le film devient un peu dark comme ça, sans prévenir. Le Roi Lion, c'est pareil. Le Roi Lion, c'est tout mignon, c'est tout joyeux. Puis d'un coup, boum, t'as Mufasa qui meurt et ça devient hyper sérieux d'un coup. Et même quelques années après, quand tu prends Frère des ours, pareil, c'est hyper adulte au bout d'un moment. Je veux dire, voilà, pendant une longue période, jusqu'au début des années 2000, Disney savait faire des dessins animés à la fois qui parlaient aux enfants et qui parlaient aux adultes, avec des sujets hyper sérieux. Et au bout d'un moment, ils se sont perdus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, mais à faire que des trucs pour gamins complètement nazes, en prenant les enfants pour des cons. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Moi Moche et Méchant 4. Je veux dire, maintenant on prend les enfants pour des cons et il faut pas, faut continuer à faire des films comme on faisait avec Le Roi Lion, avec Frère des Ours, avec Bambi, avec tous ces trucs-là, comme on a pu faire avec Le Chapeauté il y a peut-être 3 4 ans maintenant. Faut qu'on continue à faire des films comme ça pour les enfants, faut arrêter de les prendre pour des cons. Surtout qu'à côté de ça, on fait des films où on leur dit ah regardez comment c'est bien d'être homosexuel, d'être transsexuel et tout ça, en plus avec des animaux et tout, ce qui n'a absolument aucun sens. Et je dis pas que c'est mal, mais c'est juste pas au cinéma de faire de la prévention sur les LGBT, sur le sexe, sur ces choses-là. C'est aux parents de faire cette prévention et non au cinéma. Donc qu'on fasse des films plus matures pour les enfants, je suis ok, mais qu'on fasse de la propagande pour des trucs que les enfants ne comprennent pas, là par contre je suis pas d'accord, c'est aux parents de s'occuper des enfants sur ces sujets-là, pas au cinéma. Parce qu'au cinéma, il va forcément glorifier les choses, il va laisser de côté tous les trucs très négatifs, comme le harcèlement, comme pour être transgenre, le fait que bah, faire les opérations, ça coûte super cher et tout. Tous les trucs américains comme ça, ils omettent tous ces trucs-là, donc on tourne ça en mode oui, tout est cool, tout est parfait, sauf que la réalité, c'est pas ça. Et les enfants, ils voient ça, ils disent oh, c'est trop cool, et en fait, ils comprennent pas dans quoi ils s'engagent. Donc c'est aux parents d'éduquer là-dessus. Bref, pour cette série-là, elle est sympa pour les enfants, pas pour les adultes. Mais voilà, c'est pas non plus aussi catastrophique que The Acolyte. Donc on se retrouve très bientôt pour un film. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc
Aujourd'hui, on va parler du film Miller's Girl. Donc voilà, normalement je devais en parler la semaine prochaine, mais comme demain c'est la Saint-Valentin, je me suis dit bon, on va prendre un film qui est lié à une romance un peu particulière. Donc un film que j'ai noté 6 sur 10, voilà, qui est sympa. Donc avec Martin Freeman dans l'un des rôles principaux et Jenna Ortega dans l'autre. Donc quand même deux gros noms du cinéma. Euh, et le synopsis, c'est du coup une jeune écrivaine talentueuse se lance dans une odyssée créative lorsque son professeur lui confie un projet qui les entraîne tous les deux dans un enchevêtrement de plus en plus complexe. Alors que les lignes se brouillent et que leur vie s'entremêle, le professeur et sa protégée doivent faire face à leur moi le plus sombre tout en s'efforçant de préserver leur but individuel et les choses qui leur sont les plus chères. Donc voilà. Si on peut résumer le film très globalement, c'est presque une histoire d'amour, hein. Enfin oui, non, c'est plus une histoire d'amour, oui, interdite, entre un professeur et son étudiante. Euh, voilà, pour résumer de manière très simple. Après, le film est plutôt sympa, même si en réalité il se passe pas grand-chose. Voilà, en gros, le film, c'est le personnage de Jenna Ortega qui arrive dans une nouvelle université où se trouve justement Martin Freeman, où il est prof. Voilà, elle se montre un peu comme une élève modèle qui a lu certains bouquins, notamment celui du prof, et également des livres érotiques, tout ça, ce qui à la base est plutôt interdit dans cette université. Et du coup, va y avoir un rapprochement entre l'élève et le prof, en sachant que ce prof-là, il est ami avec un autre qui, lui, a des relations avec des étudiantes et tout ça. Enfin bref, c'est un univers assez particulier. Et, euh, et du coup, il y a tout un questionnement autour de ça, des relations prof-élève. Et dans le cas de Martin Freeman et Jenna Ortega, eux, leurs personnages vont juste se tourner autour. Voilà, pour un devoir un peu spécial, le personnage de Jenna Ortega va écrire une histoire érotique, voilà, que va lire son prof, qui va comprendre à ce moment-là que le personnage de Jenna Ortega est juste un gros kiff sur lui et tout. Et ensuite, il va tout faire pour la repousser, ce qui fait qu'elle va partir dans une psychose, à vouloir se venger et tout. Bref, c'est sympa, mais voilà, c'est pas non plus le plus grand film. Après, en termes de trailer, il y a quand même ouais, beaucoup mieux. Et en plus, le film avait beaucoup été vendu sur le fait que il y ait justement cette histoire d'érotisme et tout ça. Et en fait, dans la réalité, quand tu vois le film, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est même plus ou moins sous-entendu à travers un côté très poétique avec les lectures de texte et tout ça. Il y a juste une scène où le professeur se masturbe et tout. Mais voilà, tu vois rien, il se passe rien. Alors que je me souviens que quand le film est sorti, t'avais les gros titres qui étaient en mode ouah, c'est super choquant, l'acteur et l'actrice principale, ils ont au moins 20-30 ans d'écart, ils jouent dans un film comme ça et tout. Alors qu'en réalité, voilà, c'était clairement de la publicité mensongère parce que le film, bah, t'as rien, tout est dans le mot, dans le phrasé, tout ça, ce qui est intéressant, mais je veux dire, sur 1 heure et demie, franchement, ça vaut pas le coup, hein. Sur un film d'1 heure, à la limite, ça aurait pu aller, mais 1 heure et demie on se tourne autour, et puis en fait, je te repousse, donc moi je veux me venger et tout. Franchement, 1 heure et demie pour une histoire d'amour, enfin, une pseudo-histoire d'amour, comme ça, c'est pas terrible, terrible, quoi. Euh, Après, là où je l'ai mis quand même un peu plus de la moyenne, c'est surtout que en termes de jeu d'acteurs, d'actrices, c'est plutôt pas mal. Des histoires comme ça, c'est plutôt bien, surtout que moi je fais partie des gens qui détestent avoir du sexe au cinéma, parce que ben, dans 95% des scènes de sexe, c'est juste un prétexte pour mettre des actrices et des acteurs à poil, plus les actrices même que les acteurs.
mais ça raconte rien. Et moi, quand je regarde un film, toutes les scènes sont censées raconter quelque chose. Donc quand tu mets une scène de cul juste pour avoir une scène de cul, bah vaut mieux ne pas la mettre. Voilà, moi, les rares scènes de cul que j'aime bien dans un film ou une série, c'est quand t'as vraiment quelque chose qui se raconte dedans. Je prends l'exemple d'une série télé dont on parlera dans quelques mois, qui s'appelle Sweet Pea, où dedans tu as une scène de sexe qui du coup là a une utilité puisque le personnage principal qui au fur et à mesure de la série se transforme en psychopathe va coucher avec un personnage et ça va lui permettre de le manipuler, d'empêcher ce gars-là de vendre sa maison, de mentir à la police pour elle et tout ça. Donc, tu te dis là, c'est une scène de sexe qui a une importance puisque ben, elle a un impact sur le déroulé de l'histoire. Sauf que bah, ces scènes-là sont extrêmement rares dans le monde du cinéma et c'est pour ça que dans le général, je les déteste, ces scènes-là. Et ici, bah, je trouve que ce qui est très fort, c'est que bah, du coup, on a toute une histoire qui est vendue comme un trailer érotique, où du coup, tu ne vois jamais de gens à poil. Et je trouve que c'est quand même très fort parce que, bah, comme je l'ai dit, tout se fait à travers du texte, de la poésie et tout ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de réussir à véhiculer les mêmes sensations que tu pourras avoir en regardant bah, les scènes de nu et tout dans un film sans les avoir. Je trouve que les acteurs jouent suffisamment bien pour apporter ces trucs-là sans avoir de nu et c'est très bien. Voilà. Après, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus hein, parce que le film, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est juste deux personnages qui se tournent autour pour avoir une relation. Enfin, surtout que l'étudiante veut une relation avec son prof, alors que lui, bah, pas du tout, quoi. Voilà. Il est très proche de son élève, trop proche même de son élève. D'ailleurs, on parlera d'un autre film plus tard qui était beaucoup mieux que Miller's Girl dans cette relation prof-étudiant, sauf que là, à l'inverse, c'est que ni l'un ni l'autre sont attirés l'un par l'autre, c'est juste les étudiants, les autres étudiants qui vont créer toute une sorte de harcèlement sur le prof parce qu'il a dit une phrase déplacée. Du coup, tout le collège va penser que le prof a des vues sur l'étudiante alors qu'en fait, pas du tout. Et, euh, et du coup, c'est un film qui est beaucoup mieux géré sur tout ce qui tourne autour de ce qui pourrait se passer si, bah, si un prof et un étudiant avaient des relations ou voudraient des relations. En plus, c'est un film français qui s'appelle Pas de vague, voilà, avec François Civil. Mais on en reparlera d'ici, je pense, quelques mois, parce que c'est quand même un très bon film à part la fin, et qui gère beaucoup mieux cette relation, je trouve, prof-étudiant, dans le fait de se repousser, des conséquences de ce que ça peut apporter s'il y avait vraiment, parce qu'il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, enfin bref. Euh, donc je trouve que Pas de vague gère beaucoup mieux ce genre d'histoire que Miller's Girl. Mais ça reste un film à voir au moins une fois dans sa vie, voilà, on a des bonnes performances d'acteurs, et puis c'est tout, voilà, une histoire sympa, et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je fais vraiment de la pub pour YouTube, mais je viens tout juste de sortir d'une séance de cinéma pour le dernier Captain America Brave New World, dont je devrais sortir une vidéo sur le film demain dans la journée. Donc je vous mettrai le lien de ma chaîne YouTube et si vous voulez mon avis sur le dernier Captain America, et ben n'hésitez pas à aller checker ça à partir de demain. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt et on se reverra pour une prochaine série télé qui cette fois ne sera pas du Star Wars. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc aujourd'hui, accompagné hein, des petits chats, on va parler de la série Knuckles. Voilà, donc série qui est sortie en 2024, produit et du coup partagé sur la Paramount, le Paramount Plus. Voilà. Et l'histoire se base entre Sonic 2 et Sonic 3. Donc moi j'ai vu le film entièrement en VO, d'ailleurs c'est la seule série de ma vie que j'ai vue entièrement en VO. Voilà, parce que je ne trouvais pas de VF sur internet, donc je l'ai vu entièrement sans être sous-titré.
Et ce qui peut être à la fois une qualité et un défaut pour la série, bah, c'est qu'elle est méga simpliste. C'est-à-dire, elle est tellement simpliste que même moi qui suis pas excellent en anglais, bah, j'ai tout compris de la série, à peu près les enjeux, tout ça. Donc, bon, c'est plutôt un bon point pour que l'on puisse suivre la série dans sa langue originale. Et en même temps, bon, bah, ceux qui ont vu la série, vous savez à quel point c'est pas non plus hyper adulte, quoi. Il y a quand même beaucoup de blagues pour gamins. Et c'est le gros problème de toute façon de l'univers de Sonic, hein. On l'a vu dans la trilogie des films, on le voit là avec la série télé, c'est que l'humour est très enfantin. Et ça, c'est un truc que je comprends pas, parce que bah, Sonic, c'est quand même une œuvre, enfin un jeu vidéo qui date d'il y a hyper longtemps. Faudrait que j'essaye de retrouver, je vais regarder en même temps quand est-ce qu'est sorti le tout premier jeu Sonic. Mais attendez, j'ai la date là. Attends, où est-ce qu'il y a la date? 1993? Non, c'est 86. 1986, les premiers croquis, 1990, le premier jeu. Ok. Donc voilà, jeu qui date des années 90, donc qui a un peu plus de 30 ans. Donc automatiquement, si tu réfléchis bien, tu te dis que les gens qui ont grandi avec Sonic ont autour des 40, 50, voire même 30 ans. Euh, et on fait du coup des programmes pour des gens qui ont 10-15 ans aujourd'hui. Sauf que bah, ces gens-là, ils n'ont pas grandi avec les jeux. En plus, que ce soit Sonic 2 et Sonic 3 font référence à des jeux que les gamins n'ont jamais connus. À part les seules personnes qui les ont connus, ce sont les adultes. Sauf qu'on fait quand même des films pour enfants. Alors qu'en même temps, on fait un truc en respectant les jeux qu'ont connus seulement les adultes. Enfin bref, il y a vraiment un truc qui va pas avec Sonic. Et d'ailleurs, c'est pas que Sonic, hein. Il y a le problème des sitcoms pour adolescents, euh, enfin pour enfants adolescents. Si on prend le cas des Thunderman sur Nickelodeon, bah, c'est pareil. C'est qu'ils ont fait une sitcom à l'époque pour gamins. Ensuite, ils ont fait un film quelques années plus tard, parce qu'ils ont continué à faire un film comme si les gens étaient encore des gamins, sauf que les personnes ont grandi et aujourd'hui sont adultes. Là où, par exemple, Disney Plus a totalement compris cette chose-là avec les sorciers de Waverly Place. Les sorciers de Waverly Place qui datent d'il y a au moins pas loin de 20 ans, puisque je regardais ça quand j'étais gamin. La série a eu quelques saisons quand j'étais gamin ado. Ensuite, ils ont fait un film qui était très mature, avec quand même un petit peu d'humour un peu enfantin, mais avec quand même un fond très mature, mais qui était très bien, parce qu'ils avaient pris en compte le fait que bah, nous, on a grandi. Et aujourd'hui, enfin là, cette année, ils sont en train de ressortir une nouvelle série dans l'univers de sorcier de Waverly Place, avec Justine, qui a ses enfants et qui doit s'occuper d'une nouvelle sorcière, tout ça. Et là, encore une fois, ils ont été plutôt intelligents. Parce que même si l'humour est encore un peu enfantin du côté des enfants, bah, du côté des adultes, on retrouve un peu ce qu'on avait quand on était jeune, mais en même temps, on a une histoire beaucoup plus adulte, puisque maintenant, Justin est père de famille, c'est plus le grand frère sorcier machin, et du coup, ça fonctionne mieux, je dirais, les sorciers de Beverly Place. Moi, j'ai 30 ans, je peux regarder la série qui sort en 2024 sans problème. Je pense que quelqu'un qui va regarder les Thundermans, la nouvelle série qui va sortir en 2025, bah, les gens qui auront grandi avec la première sitcom, bah, ils pourront pas parce que bah, ils se retrouvent avec un truc hyper gamin et qui seront plus faits pour eux. Et l'univers de Sonic, en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'on prend l'univers pour faire plaisir à des gens qui sont adultes de base, et en même temps, on te fait un humour bah, qui est insupportable pour les adultes. Et d'ailleurs, dans les films, tout le monde déteste Sonic. Tu demandes aux gens qui ils aiment le plus dans Sonic, quasiment tout le monde, déjà dans le dernier film, va te dire que c'est Shadow. Tu prends la trilogie, tout le monde va te dire que c'est Shadow. Et de manière générale, les gens vont te dire que soit c'est Knuckles, soit c'est Shadow, soit c'est Robotnik. Mais quasiment personne va te dire que c'est Sonic. Parce que perso est juste insupportable. Et d'ailleurs, j'ai essayé la série animée Sonic.
Ah, je sais plus comment ça s'appelle, Sonic qui est sur Sonic Dimension. Non, c'est pas ça. Sonic qui est sur Netflix, et c'est pareil, le personnage de Sonic est insupportable comparé aux autres. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que dans les jeux vidéo, il paraissait pas être aussi insupportable comme personnage, donc bref. En tout cas, pour Knuckles, la série, elle est sympa, elle est plutôt courte. Le principe, c'est juste que Knuckles, comme il fout trop la merde dans la famille là où se trouve Sonic, du coup il est viré de la maison. Et puis on lui dit en gros, quand tu apprendras l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, machin, tu pourras revenir. Donc Knuckles, il s'en va. Il rencontre un personnage qui est Wade quelque chose. Euh, ouais, c'est ça, Wade Whipple, donc en gros qui est un shérif, mais vraiment le shérif le plus nul de la planète. Voilà. Et ensemble, ils vont vivre des aventures pour que Knuckles. En fait, il y a un côté où Knuckles, il veut former Wade à devenir le meilleur joueur de bowling. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ils vont faire un grand guerrier pour qu'il puisse devenir champion de bowling. Voilà. Et d'autre côté, tu as des gens qui traquent justement Knuckles euh, pour récupérer son pouvoir et tout ça, un peu comme Robotique fait avec Sonic. Donc voilà, la série, elle est pas grandiose, hein. Je crois que j'ai dû la noter 4 ou 4,5 sur 5 parce que ben ça aurait pu être bien, mais ils se sont complètement foirés. Ils ont fait un truc pour gamins. Euh, En plus, la série n'a aucun rapport avec les films, à part le fait que ça commence dans la famille de Sonic, mais c'est tout. Parce que bah, quand tu arrives dans Sonic 3, bah, en fait, il se passe rien. Genre, en plus, dans Sonic 3, Knuckles se dit oui, l'émeraude mère, j'ai donné à un grand guerrier, machin et tout, qui s'avère être Wade. Sonic, il vient, il prend l'émeraude mère dans 2 secondes, et puis hop, c'est fini. Et en plus, dans la série télé, à zéro moment, on voit Knuckles donner l'émeraude mère à Wade. Ce qui fait que quand on t'intègre le Wade pour faire un clin d'œil à la série télé, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé entre la série télé et le film. C'est quelque chose qu'en plus on n'a même pas vu. Donc du coup la série en fait n'a absolument aucun intérêt à part faire du fric sur le perso de Knuckles. Ouais, par exemple, c'est pas comme les séries Marvel où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent parce que bah oui, il faut voir telle série avant de voir tel film et tout. Mais au moins l'univers il est connecté, l'univers il a un sens. Quand tu regardes ta série, tu regardes pas n'importe quoi. Tu sais que c'est connecté à d'autres choses et au moins l'univers il fonctionne à peu près bien. Là, on te dit que tu es dans la suite de Sonic 2 et que tu es juste avant Sonic 3, donc tu te dis, bon, est-ce qu'il faut voir la série ou pas? Tu la regardes, en fait, tu te rends compte que ça n'a absolument zéro intérêt, zéro impact. Et c'est dommage parce que le personnage de Knuckles est beaucoup plus intéressant que Sonic. Et en plus, bah, juste après, il se fait voler la vedette par Shadow avec Sonic 3. Et je pense que la prochaine série télé SIA sera forcément sur Shadow. Parce que bah, on sait que Sonic 4, il y aura le film avec les Sonic, Metal Sonic, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc Knuckles, hein, après, je crois qu'il y a quoi, 5 combien, 6 épisodes de 20-30 minutes. En vrai, ça se fait en 3 heures, c'est terminé. Si vous aimez vraiment Knuckles, je peux vous conseiller de regarder. Sinon, bon, en fait, vous pouvez juste regarder directement les 3 films. Et la série télé, en vrai, comme elle n'a pas d'impact sur les films, c'est pas très grave. Voilà. Et surtout que l'humour, en vrai, est pas ouf. C'est à peu près la même chose que le personnage de Sonic. Donc voilà, faites comme vous voulez. Mais voilà, la petite série du jour. Donc voilà, accompagne mon gros chat derrière. Allez, salut tout le monde. Enfin, je vais même baisser parce que sinon la photo. César. Non, je ne veux pas vous dire au revoir. Allez, ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans ce niveau TikTok. Donc aujourd'hui on va parler d'un des 2 films indiens que j'ai vus cette année, même si dans le cas de ce film-là, il est sorti en Inde en 2023, mais à l'étranger en 2024. Et il s'agit du film Kill, donc qui est un film d'action, voilà, dont le synopsis est le suivant. C'est normal si je regarde à côté pendant quelques secondes. Donc, Amrit Rathod, au membre des forces spéciales au sein du National Security Guard, part avec son ami et collègue Viresh rejoindre Tulika, la femme dont il est amoureux et dont le père, un riche industriel, veut marier à un autre. Alors qu'Amrit retrouve Tulika dans un train vers New Delhi, il se retrouve en prise avec une famille élargie de bandits,
venu braquer les voyageurs. Donc voilà le propos du film, voilà, qui débute un peu comme un Roméo et Juliette, voilà, l'homme et la femme qui sont amoureux, qui peuvent pas être ensemble parce que, bon là c'est le père de la fille qui veut pas, pour le héros, on connaît pas spécialement sa famille, mais voilà. Sauf que le policier décide de faire quand même tout ce qu'il peut pour retrouver cette fille et vit son histoire d'amour avec. Euh, Sauf que bah, forcément, ça tourne très très rapidement mal. Et au final, le film, c'est quasiment... j'ai pas noté la durée du film, mais c'est bien trois quarts d'action, un quart d'explication ou de soigne, on se soigne parce qu'on est blessé, ou voilà. Je veux dire, en fait, ce film, je pense que... Alors, je sais pas s'il y a une VF sur Internet. Moi, je crois que je l'ai vu en version... Ah si, je l'ai vu en VF. Mais du coup, j'ai dû le regarder en streaming. Donc voilà, parce que je crois qu'au début, quand je m'étais intéressé à ce film-là, il n'y avait pas encore de version française. Donc c'était pas ouf de le regarder en VO, parce que bah, l'indien, j'ai beau en avoir des origines, je le parle pas, donc ça aurait pas été pratique. Mais voilà, en tout cas, comme je disais, si dans ce film on recherche de l'action, qu'on va absolument de l'action, bah ce serait un très bon film. Parce qu'en soi, on se prend pas la tête, on a juste des gens qui se battent dans un train, soit pour braquer des gens, soit pour survivre et sauver des gens. Donc voilà, et c'est plus d'une heure d'action non-stop. Enfin, non-stop, il y a quand même quelques petites pauses, mais je veux dire, les pauses, elles sont très très rapides. Euh, et ça, bah, pour quelqu'un qui veut ne pas se prendre la tête et juste voir de l'action, bah, franchement, c'est très très bien. Par contre, effectivement, si on cherche un bon scénario, bon là, c'est un peu moins bon dans le sens où, bah, comme il y a quasiment que de la baston, bah, forcément, s'il y a quasiment que de la baston, bah, l'histoire, elle passe un peu à côté. Voilà, parce que bon, l'histoire d'amour, on nous place ça au début du film, et assez rapidement, ça devient très secondaire. Quoi, dès qu'il y a les bandits dans le train, le film, ça devient plus une histoire d'amour, ça vient, faut sauver la copine du héros, quoi. Donc on passe vraiment à totalement un autre style de film, ce qui n'est pas non plus dérangeant. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est... bon, déjà, c'est que, comme j'ai dit, le film, c'est quasiment une heure non-stop d'action. Ce qui veut dire que les personnages principaux, ils prennent dans la tronche pendant plus d'une heure, mais ils ont toujours un cardio vraiment comme si à chaque nouveau combat, ils avaient commencé à se battre. Tu dis, c'est pas possible. Il y a même des coups qui se prennent. Tu dis, mais comment c'est possible qu'ils soient pas morts? Bon, c'est de la fiction, ça on s'en fiche. Mais ça n'empêche que, fiction ou pas, c'est pas très crédible, même qu'un mec des forces spéciales puisse se battre pendant quasiment toute une nuit sans fatigue. En plus, il y en a qui se prennent des coups de couteau, enfin, pas dans le sens où ils sont poignardés, mais où ils ont quand même des lacérations, des blessures. Et tu dis, réussir à survivre toute une nuit avec tout ce que tu prends dans la tronche, c'est chaud, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas non plus hyper crédible. Mais voilà. Mais le pire, c'est que déjà, le titre du film, il apparaît quasiment qu'à la moitié. C'est-à-dire qu'en fait, à la moitié du film, il va se passer un élément particulier. Là, t'as le titre qui va apparaître, le kill, et t'as le héros qui va changer totalement de personnalité, puis qui là va rentrer dans une folie meurtrière. Et c'est là où le film, il peut un peu dérouter, parce que bah, au début, on est un peu dans du film d'action classique, avec le héros bah, qui casse la gueule aux méchants pour sauver quelqu'un et tout. Et puis tu vois qu'il est là, qui va peut-être les mettre KO, les blesser, mais voilà, qui va juste y aller tranquille. Et d'un coup, le film il se transforme limite en slasher, quoi. D'un coup, c'est le policier, tout ce qu'il peut choper, il les chope, il les bute. Euh, le film d'un coup, il prend un virement. En soi, on comprend pourquoi il pète un câble, mais tu dis, déjà, il est censé ne plus avoir d'énergie après tout ce qu'il a pris dans la gueule, mais là, d'un coup, tu dis, ouais, c'est un peu particulier. D'ailleurs, élément déclencheur qui est très surprenant,
parce que le film, ça reste du film d'action classique, hein. On prend le postulat de départ, c'est du Roméo et Juliette. Après, c'est de la baston, quasiment de la baston non-stop. Donc bref, c'est très très basique comme film. Mais pourtant, l'élément déclencheur qui va faire changer la personnalité du héros, eh ben honnêtement, je m'y attendais pas. Alors ça, je vous laisserai voir le film si vous voulez le voir, mais je m'attendais pas du tout à ce qui se passe ce genre de choses dans le film. Voilà. Donc, franchement, je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est un film qui veut suivre les tendances des gros films d'action comme The Raid, John Wick ou encore Monkey Man. Mais Monkey Man a été fait un peu après, donc, mais vous voyez un peu le genre de film d'action. Euh, mais en étant un peu moins bon. Parce que là où par exemple un The Raid pour moi est le meilleur film d'action, c'est qu'on a à la fois de l'action, on a à la fois du temps de pause pour faire avancer le scénario, parce que du coup il y a un scénario dans The Raid, et en plus qui ne se répète pas dans le deuxième film. Là où John Wick ça se répète énormément, dans The Raid ça se répète pas. Le premier c'est clairement de la survie dans un immeuble, The Raid 2 c'est de l'infiltration dans un gang. Et je trouve ça très cool que The Raid ait réussi à se rénover tout en offrant parmi les meilleures scènes d'action du cinéma, ce qui n'est pas compliqué parce que ben, la plupart des acteurs principaux sont des maîtres en arts martiaux, donc t'as pas 1000 cuts par minute comme dans le cinéma américain, et forcément c'est très bien. Donc quand on voit ce film, on sent qu'on suit un peu voilà, ce genre de tendance de film-là, euh, mais en étant moins bon parce que bah, le scénario malheureusement est pas incroyable, mais quand même ça reste un film qui se regarde facilement, où on passe un bon moment, et voilà, c'est très bien. Moi je l'ai noté 6 sur 10 pour ça, parce que en termes d'action c'est cool, même si ça faut quand même le noter, c'est que il y a un côté un peu frustrant quand même dans les scènes d'action, parce qu'on est dans un train. Et les trains, bah, l'espace est très restreint. Donc c'est vrai que avoir 1 heure d'action dans un lieu très restreint, ça limite un peu les cascades, ce genre de choses. Même s'ils ont trouvé des trucs un peu originaux, et ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très frustrant à être tout le temps dans le train, où bah, l'espace est très limité, et où du coup bah, tu peux moins facilement innover des scènes d'action ou faire plein de choses différentes. Et quand ton film il dure, enfin quand l'action dure quasiment 1 heure, sur 1 heure et demie de film, bah forcément t'as pas mal de choses qui se répètent. C'est un peu dommage, mais ça se regarde quand même vraiment sans problème. Voilà. Donc voilà pour le film indien Kill. On se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle série, un nouveau film. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux TikTok. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc aujourd'hui on va parler d'une petite série, parce que vraiment très petite série, qui a duré que 4 épisodes sur Netflix. C'est La Palma, dont vous avez la photo depuis tout à l'heure. Donc une série que j'ai notée 4,5 sur 10, qui était à deux doigts de pouvoir être au moins une série moyenne ou une bonne série, mais qui a eu un petit raté. Donc, comme j'ai dit, série produite par Netflix, réalisée par Casper Barfod, avec au casting donc Anders Basmo Christiansen qui joue Frédéric, Ingrid Bolso Berdal qui joue Jennifer, Thea Sophie Lockness qui joue Marie Egdal, ou encore l'acteur, même j'ai envie de dire le seul acteur vraiment connu internationalement, je pense, de la série, qui est Torbjörn Har, qui joue Jens Uvdal, qui avait notamment joué dans les 2 premières saisons de Vikings. Si je dis pas de bêtises, il jouait le Jarl Borg, pour ceux qui se souviennent qui c'est. Vous regardez sur internet, vous allez tout de suite dire ah oui, je me souviens qui c'est. Mais du coup, acteur très très connu voilà, de Norvège. Puisque oui, la série est une série norvégienne. Donc le synopsis, une famille norvégienne en vacances venue célébrer les fêtes de Noël sur l'île de la Palma aux îles Canaries. Elle se retrouve prise au piège lorsque des géologues découvrent des signes d'éruption volcanique de la Cumbre Vieja, pouvant alors conduire à l'effondrement de l'île et ainsi provoquer la catastrophe naturelle la plus meurtrière de la planète. Alors déjà, ce résumé constitue l'un des plus gros défauts de la série. C'est-à-dire que on te tease ou on t'annonce un truc gigantesque
pour en réalité pas grand-chose dans la série. Et, euh, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, la série télé, enfin, l'univers nordique, leur culture, moi je la trouve hyper intéressante de base. Elle est hyper mature. Il suffit de regarder leur littérature, surtout la littérature pour enfants adolescents, qui est 1000 fois plus mature que la littérature ou même les films pour enfants adolescents, où en France on prend vraiment les gosses pour des débiles. Là-bas, on les respecte beaucoup mieux. Voilà, on fait des histoires qui sont beaucoup plus adaptées pour qu'ils apprennent mieux l'environnement dans lequel ils vivent et tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus engagé sans forcément être problématique. Voilà. Et, euh, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, pour l'avoir étudié à l'école et tout ça. Euh, et du coup, ben, quand j'ai vu que cette série était une série norvégienne, je me suis dit, ça va être cool. Forcément, je me suis dit, ça va être cool. Bon, après, il faut pas oublier que c'est produit par Netflix, hein, et Netflix n'est pas forcément connu pour énormément de succès. Parce qu'en réalité, quand on regarde les succès de Netflix, on peut les compter sur les doigts des deux mains, hein. Tu comptes du Casa de Papel, du Stranger Things, du Squid Game, à la limite, mercredi, et encore mercredi, c'est même pas une de leurs inventions, c'est juste un passage repris de la famille Adams. En vrai, Netflix, ça fait beaucoup, beaucoup parler parce que les séries télé sont quand même vachement potables, hein. On verra que sur la fin d'année, parmi certaines séries que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimées, il y en a certaines qui sont produites par Netflix. Mais c'est quand même une société de distribution qui donne de l'argent pour plein, plein, plein de projets et bah, qui forcément, s'il y a énormément de projets qui arrivent, ben il y a forcément une grosse partie qui est pas très bonne. Que si tu donnes moins d'argent, enfin pas moins d'argent, mais tu donnes de l'argent à moins de réalisateurs, mais que tu suis un peu plus les projets que tu crées, bah déjà tu vas produire plus de qualité, quoi. C'est un peu par exemple le problème des films Marvel, c'est que pendant une période, ils produisaient tellement en masse bah, que ça en devenait nul, que là ils se sont dit bon ok, on va ralentir, on va faire beaucoup moins de films, beaucoup moins de séries, mais on va être beaucoup plus sérieux sur ce qu'on fait. Et Netflix, c'est vraiment un des plus gros problèmes, hein. C'est que en général, tu as deux, trois trucs qui percent chaque année, mais il n'y a pas tant de choses que ça, vraiment, de Netflix qui percent. Et même les trois quarts du temps, quand on est sur Netflix, les trois quarts du temps, les films ou séries qu'on regarde, c'est même pas des séries produites par Netflix, ce sont des séries distribuées par Netflix, mais dont ils ont payé les droits ailleurs. Donc voilà. Et du coup, bah forcément, ça joue sur l'état de la série, qui est un peu moins bonne. Sur les bons points, j'ai envie de dire qu'on a l'acting, hein. Franchement, les acteurs et actrices sont pas non plus les meilleurs du monde, mais ils font des bonnes performances, c'est plutôt pas mal. C'est plus agréable à suivre qu'une série B où les gens jouent très mal. Mais là, c'est vraiment pas mal. J'ai envie de dire que la catastrophe en elle-même est plutôt jolie. On doute bien que tout est fait en CGI, donc c'est plutôt joli à voir, même si on va revenir dessus, parce que c'est à la fois joli et problématique, le tsunami. Euh, et il y a aussi l'effet sur les humains, que là j'ai trouvé hyper intéressant. D'ailleurs, c'est la chose la plus intéressante de la série, c'est qu'ils sont tous regroupés sur une île. En fait, il y a un volcan qui rentre en éruption. Et comme vous savez, quand les volcans rentrent en éruption, ça peut provoquer des dégâts sur les plaques. Alors, je ne me souviens plus réellement le nom précis, mais les plaques qu'il y a sous la mer, et qui du coup va créer des tsunamis. Et du coup, bah là, c'est ce qui se passe dans la série. C'est-à-dire que, bah, du coup, quand le volcan entre en éruption, ça crée un tsunami qui est censé ravager l'île. Et du coup, bah, forcément, dans la série, bah, tout le monde veut se barrer parce que personne veut crever, ce qui est assez normal. Et du coup, bah, là, on voit tous les comportements différents et on montre que, bah, évidemment, dans une situation comme ça, chacun vivrait pour sa gueule et essayerait de faire tout ce qu'il peut pour survivre, quitte à en laisser d'autres crever à sa place. Et là-dessus, j'ai trouvé que la série était hyper intéressante. Mais ce qui fait que, au final, la série est pas si bonne que ça, en fait, c'est son rythme.
la série est mal rythmée. Comme j'ai dit, la série fait 4 épisodes et la catastrophe naturelle arrive qu'à la fin du 3e épisode, et en fait tu vois tout l'effet de la catastrophe dans le dernier épisode. Ce qui fait que si tu voulais rendre la chose intéressante, il fallait que la série fasse au moins 6 épisodes. Du coup, tu commences à écrire ton histoire avec l'explication de ce qui se passe sur l'île, de ce que ça peut provoquer. Ensuite, tu as la catastrophe naturelle, et ensuite tu fais encore un ou deux épisodes pour montrer les dégâts de la catastrophe naturelle. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je fais pas deux épisodes pour le build-up, 1 à 2 épisodes pour la catastrophe naturelle, et tu rajoutes 2 épisodes pour montrer le résultat, ce qu'a causé le tsunami, plus le volcan qui lui aussi a dû faire du dégât sur tout ce qu'il y a autour de lui. Et, et techniquement, la série construite comme ça aurait été 1000 fois mieux. Que là, le problème, c'est que la série, elle commence, on te fait un build-up sur quasiment 3 épisodes, ce qui est quand même très 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 long, parce que quand on t'annonce la catastrophe naturelle la plus meurtrière de la planète, et que au final elle a lieu que dans le dernier épisode, et qu'en plus il y a quasiment personne qui crève, tu te dis bon, déjà le résumé il est mensonger. T'as qu'une seule scène qui est impressionnante, parce que t'as une scène avec un avion qui se fait prendre dans la vague. Ça, c'est plutôt impressionnant, c'est plutôt joli. Mais même là, t'as plein de gens qui survivent dedans alors qu'ils se prennent un tsunami de plein fouet, qui sont bloqués dans un avion. Enfin bref, c'est pas ouf. Et même à un moment donné, t'as des gens en bateau qui sont sur l'eau en train de naviguer, et puis t'as la vague qui les poursuit, mais ils sont là en mode ouais, on va pas assez vite, mais pourtant la vague ne les rattrape jamais. Enfin bref, t'as une famille même à un moment donné qui monte une colline, t'as l'eau qui arrive vers la colline, et d'un coup te montre plus rien, t'as l'eau qui frappe la colline et tout, et en fait plus tard tu vois les gens qui sont là encore en vie, tu te dis mais ils sont pas censés être en vie. Enfin bref, il y a plein de petits détails qui vont pas. Et surtout, en fait, une fois que la catastrophe est passée, la série se termine, c'est hop là, ils ont survécu, voilà, c'est fini. Mais on ne montre pas les dégâts, tous les gens qui ont pu mourir, tous les gens qui peuvent avoir de la culpabilité sur ce qu'ils ont fait. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que ça aurait donné beaucoup plus de force à cette série, voilà, qui malheureusement est mal rythmée. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et je vous dis à dans 2-3 jours pour un nouveau TikTok, et cette fois on parlera d'un film. Allez, ciao tout le monde.